Alors, en fait, avant de vous parler de comptage de paramètres, je vais juste finir la partie un peu technique. C'est 2 slides, pas de panique. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'est ce que je vous ai déjà dit à l'oral, en fait, hein, que donc cette mise à jour des poids, elle n'est pas forcément faite après chaque exemple. Quand elle est faite après chaque exemple, on appelle ça stochastic gradient descent. On peut la faire quand on a vu tout le jeu de données, donc ce serait batch. Et en fait, ce qu'on fait en pratique, c'est un truc entre les deux. On fait du mini-batch gradient descent. Donc, on a une partie, on voit une partie des exemples. En gros, souvent ce qui rentre sur la mémoire de la carte GT. C'est ça qu'on voit. Et on fait nos descentes de gradient par mini-batch. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour faire cette descente de gradient de manière un peu maligne, il y a des optimiseurs qui sont fournis par vos librairies préférées. Le plus utilisé, c'est Adam. Voilà, ça a malheureusement un impact énorme sur ce qui se passe. Alors, en fait, c'est un peu, vous pouvez voir ça comme la qualité des skis, si on continue l'analogie. En fait, certains vont par exemple, si vous êtes en train de faire votre descente dans votre vallée et vos skis sont vraiment très grands, ce qui va se passer potentiellement, c'est que vous pouvez remonter. Ou si vos skis sont trop petits, vous pouvez vous retrouver sur des petits plats, et alors que la montagne continue à descendre beaucoup derrière vous. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que les optimiseurs savent gérer ce genre de problème-là automatiquement. Donc éventuellement, certains vont adapter votre learning rate pendant l'apprentissage. Et en fait, j'aimerais bien vous dire que ça n'a pas d'importance, mais en fait, en pratique, ça en a beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas de bonne recette à vous donner. Ils ont toutes des caractéristiques un peu différentes et ils font tous des choses différentes mais intéressantes, mais ça va dépendre du problème. Donc, si vous n'avez vraiment pas envie de vous soucier de ça, bah, utilisez Adam, mais voilà, sachez que juste changer d'optimiseur, ça peut vous donner des résultats vraiment différents. Oui. Une question. Pour prendre plusieurs exemples en même temps, tu fais comment pour comparer la valeur de la sortie et... En fait, tu la moyenne. Tu fais les moyennes. Ouais, tu moyennes. Ouais. L'autre truc, c'est qu'il y a, quand on entraîne des réseaux de neurones, il y a. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré mon slide qui fait mal. J'ai fait exprès de l'enlever parce que je me suis dit que j'y passais trop de temps. Et du coup, j'ai quand même pas dit quelque chose d'important. C'est que cette histoire de chain rule, ça fait que pour calculer, en fait, hop. Est-ce que je peux vous la montrer ouais. Si ici, vous avez des composés de fonctions, ce que vous allez calculer, c'est des multiplications de termes comme ça. Et en fait, comme votre delta, là, ça va dépendre de ces multiplications de termes, c'est des termes qui sont très petits. Et en fait, plus vous allez en multiplier, donc ça veut dire quoi? Plus vous allez en multiplier, ça veut dire plus vous allez être proche de l'entrée dans le réseau, donc plus vous êtes loin de la sortie, donc plus votre réseau va être profond, plus ça va être difficile d'avoir un gradient qui soit réellement élevé pour les premières couches de votre réseau. Donc ça, c'est un phénomène bien connu qui s'appelle vanishing gradient, en anglais, gradient évanescent si vous voulez. Le fait que, en fait, vous calculez une erreur en sortie, vous êtes obligé de la redistribuer dans le réseau. Et comme cette redistribution, ça va dépendre de cette chain rule-là, plus vous allez avoir de termes ici, et plus, en fait, vous allez avoir un petit gradient. Et donc, moins vite vous allez mettre à jour les poids sur les couches d'entrée par rapport aux couches de sortie. Ok, je ne sais plus pourquoi j'ai voulu dire ça, mais ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Donc, en fait, on va essayer d'avoir plein de petits tricks, si vous voulez, plein de petites astuces d'apprentissage pour essayer que ça se passe le mieux possible.
même quand le réseau est très profond. Donc ça va jouer sur comment on va mettre les connexions. Donc je vais parler de connexions résiduelles et de choses comme ça un petit peu plus tard. Mais il y a deux choses qui fonctionnent plutôt bien pour apprendre, qui fonctionnent plutôt bien mais de manière concurrente. C'est le dropout et la batch normalization, donc la normalisation de batch. Alors batch normalization, c'est très simple. En fait, vous allez, comme on va calculer le gradient sur plusieurs données, parce qu'on va vouloir faire sur plusieurs exemples d'un coup, le batch, ben, on va vouloir faire en sorte que notre batch il soit normalisé pour ne pas moyenner n'importe quoi. Et on peut aussi... et donc l'autre façon de faire, c'est, je vous ai dit, en fait, comme on ne sait pas trop comment décider de l'architecture du réseau à la base, on a tendance à prendre plus gros en se disant, bon, on risque le surapprentissage, mais au moins, on est sûr de pouvoir avoir suffisamment de capacité pour apprendre notre problème. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est, bon, d'abord, les premières couches ne sont pas forcément très faciles à entraîner, et deux, en fait, il y a des neurones qui se surspécialisent sur certains éléments, il y en a qui ne servent à rien. Et ça peut entraîner des instabilités au niveau du réseau, c'est-à-dire que vous allez avoir des résultats qui ne sont pas forcément... par exemple, ça peut entraîner une grosse différence entre l'accuracy que vous auriez en entraînement et l'accuracy que vous auriez en test. Ça peut faire en sorte que votre réseau, en fait, il se surspécialise, donc il surapprend sur certains neurones, alors qu'il pourra en utiliser d'autres. Et donc, il y a des techniques comme le dropout, qui vont faire en sorte de couper en fait les connexions aléatoirement à l'apprentissage. Donc pendant les feed-forward pass, donc au moment où on calcule la sortie, on va avoir des connexions qui vont être coupées avec une certaine probabilité. Donc ça va être votre probabilité de dropout. Et qui vont permettre en fait de faire en sorte que le réseau utilise le plus possible toute sa capacité. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui malheureusement quand vous entraînez des réseaux de neurones vous devez regarder parce que ça a un effet très important et ça aide réellement. Alors je suis en train de regarder. Ouais, bon, je pense que ça, c'est assez clair. Juste, juste pour compter. Donc, ouais. Sur le dropout, est-ce qu'il y a un argument un peu théorique, autre que l'intuition que... Ouais, je crois qu'il y a des papiers théoriques qui expliquent pourquoi ça prend mieux, mais je ne les ai pas en tête là. Mais il y a des gens qui se sont penchés théoriquement sur ce que ça faisait et pourquoi ça doit mieux apprendre. Mathieu, cet après-midi, doit pouvoir te donner la bonne ref. Mais sinon, je chercherai. Si tu veux, tu m'envoies un message. Donc, oui. Est-ce qu'on peut lier ça au phénomène de forget gate pour les RLM, les LSTM et tout? Est-ce que c'est le dropout? Oui. Est-ce que les portes d'oubli ou bien... Alors, le problème avec les forget gates sur les LSTM, c'est que c'est un peu plus définitif. C'est-à-dire que là, sur le dropout, ça va être à une étape d'apprentissage. Tu vas dropper certaines connexions qui ne sont pas les mêmes sur l'étape d'après. Alors que sur le forget gate, je ne suis pas une grande spécialiste des LSTM, mais je pense qu'à partir du moment où tu forget, c'est fini, quoi. Tu ne récupères pas. Tu me trompes ou pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est en sélection d'informations qui ouais. définitivement. C'est vraiment plus le gate, c'est vraiment plus une porte, mais une porte que tu vas apprendre à prendre ou à ne pas prendre à un moment donné. Alors que là, le but c'est de mieux apprendre les autres en fait. Je vois à peu près la différence. Tu ne vas pas apprendre à faire ton dropout, en fait. Ce n'est pas le but. Alors que pour les LSTM, c'est vraiment ça que tu cherches à apprendre. Tu apprends la porte. Est-ce que tu passes ou est-ce que tu ne passes pas? Effectivement.
voilà, non, je voulais juste vous faire toucher du doigt un peu la montée en charge au niveau des paramètres. Pourquoi c'est important? Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. La première, c'est que si vous avez un réseau c'est très important, même quand vous utilisez les librairies, même quand vous cliquez sur les boutons, que vous ayez une idée de la capacité de votre réseau, c'est-à-dire de son nombre de paramètres. Parce que c'est ça qui va déterminer, en fait, si vous avez une chance d'apprendre quelque chose. Alors, encore une fois, c'est une chance à la louche, et je suis désolée de ne pas être beaucoup plus précise que ça, mais ce n'est pas raisonnable d'apprendre un réseau avec 14 millions de paramètres avec 100 exemples. Ce n'est pas raisonnable. C'est important de voir que ça monte très vite. Typiquement, qu'est-ce qui va monter vite? Donc, c'est ce que je vous proposais ici. Imaginez que vous ayez une architecture avec 3 couches cachées, qui contient 100 nœuds. Vous avez des entrées qui sont des images 40 par 40. Et vous voulez prédire 10 classes. Donc, vous avez une couche de sortie avec 10 neurones, 1 par classe. D'accord? Donc, vous avez 3 couches avec 100 nœuds, donc 100 neurones sur chacune des couches. Donc, les neurones, vous voyez ça comme des petites unités de calcul. Vous avez vu, elles calculent le logique, le logique. Mais bon, maintenant, elles font des trucs. Ça va dépendre de la fonction d'activation que vous faites. Elles font toujours la même chose. Les neurones, ça fait la somme pondérée des entrées plus la fonction d'activation. Mais c'est des petites unités de calcul qu'on va combiner pour pouvoir faire des choses. Donc là, vous avez 100 unités de calcul par couche, 3 couches au milieu, 10 en sortie et 40 x 40 en entrée. Combien vous avez de paramètres dans votre réseau? Parce que, ouais, vas-y, à la volée. 181 000 et plus 310 par biais, si on met des biais. D'accord, alors explique comment tu trouves. Ensuite. En gros, il faut, je trouve ça plus simple en représentant chaque couche. Et entre 2 couches, on va multiplier le nombre d'entrées qu'on a d'un côté et de sorties de l'autre. Donc, par exemple, pour la première couche, donc 40 x 40 pixels, en fait, on a 1600 entrées. Et ensuite, une couche avec 100 neurones. Et du coup, là, on a entre les deux 1600 x 100 paramètres. Et il faut rajouter, du coup, 100 biais si on prend en compte les biais. Ok, tout le monde suit ça? Donc, 1600, 40 x 40, c'est ridicule pour une image. Donc voilà, ça fait déjà 1600 paramètres. Vous vous rappelez, y égale à x plus b, 2 paramètres. Le a et le b, w0, w1. Là, déjà 1600 première couche. Et alors après, donc en fait, si vous avez un réseau de type MLP, donc complètement, alors c'est MLP ou fully connected, complètement connecté, c'est ce que vous trouvez dans vos librairies en général, c'est FC. Fully connected. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un Raspberry Pi complet. Pour chaque couche, tout est connecté à l'autre. Tous les neurones de la première couche, donc toutes les entrées sont connectées aux neurones de la première couche. Toutes les neurones de la première couche sont connectés à tous les neurones de la seconde couche, complet. Donc, 1600. Le deuxième, c'est 100 x 100. Alors, le piège là, pour les étudiants, vous ne tomberez pas dedans. Plutôt que je vous mâche un peu de travail. Et qui vous a donné la réponse, ça aide aussi. Mais du coup, pas 1600, pas 1600 x 100, donc 16 000, 160 000, je n'arrive plus à calculer. Fois. 160 C'est pas fois, c'est plus, on est d'accord pour la deuxième couche. Après, on réadditionne 100 x 100, on réadditionne 100 x 100, et après, on réadditionne 100 x 10. Entre la dernière et ça. Et comme il l'a très bien dit, chaque neurone a un biais. Donc, la première couche, il y a 100 biais, la deuxième couche, il y a 100 biais, la troisième couche, il y a 100 biais, la dernière couche, il y a 10 biais. D'accord? Donc, il y a 31 biais là qui valent. On est bon. Je ne suis pas peu de vache au point ça va être tellement négligeable par rapport au reste. Donc, tu me redis le résultat final? 181 000. Voilà, donc ça c'est un petit réseau vraiment, c'est genre le truc quand vous n'êtes pas sur Nikeras, quand vous faites du scikit-learn avec des réseaux de neurones, de base, vous mettez 3 couches parce que vous ne savez pas trop, vous en mettez 100 par couche parce que ça a l'air pas mal à la louche comme ça. Et donc ça c'est souvent le réseau de base que font mes étudiants quand ils veulent tester un truc vite fait.
Et voilà, 141. Voilà. Donc, méfiance. Hein. Donc, ça veut dire que déjà, il faut pas mal d'extraits. Alors, voilà. Alors après, je ne vous ai pas dit ce que c'était que le deep learning. Je me suis dit quand même qu'il fallait un slide dessus. Donc, les réseaux de neurones, ça, on a dit que ça datait des années 40. On a dit même que les réseaux de neurones multicouches, ça, c'était aussi très, très vieux, hein, années 70. Et qu'est-ce que c'est que le deep learning tout d'un coup qui arrive en 2012, enfin un peu avant, mais en gros en 2012, et qui révolutionne l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et bien, donc, c'est un réseau de neurones profond, deep. Mais ça veut dire quoi, profond? Ben, supérieur à 2. Deep. Donc voilà, vous savez tous ce que c'est que le deep learning. Et alors, ce qui était rigolo, c'est moins le cas maintenant, c'est que tout le monde est rentré dans la brèche, comme c'était le mot consacré deep learning, et ben, tout le monde faisait du deep learning, même si on ne faisait pas des réseaux de neurones finalement. Quoi, hein, donc, tous les apprentissages hiérarchiques un peu particuliers, à partir du moment où c'était hiérarchique, on faisait une descente de gradient sur une hiérarchie de fonctions, c'était deep. Et donc, c'était deep, même si ce n'était pas des réseaux de neurones, c'était assez sympa. Après tout, pourquoi pas. Voilà, donc les neural networks, et puis maintenant, évidemment, les CNN, les réseaux convolutionnels, convolutifs, je ne suis pas d'accord avec moi-même sur la traduction, et ben, sont deep de base parce qu'en fait, ils ont plus de couches, quoi, donc voilà, eux, ils sont deep. Donc, voilà, le deep learning. À quoi ça sert? À plein de choses, à publier des très beaux papiers. Pour faire de la traduction, pour gagner au Go. Je ne vous refais pas ça, je pense que vous avez déjà eu des cours là-dessus. Voilà. C'est vraiment, il y a des très très beaux papiers. Là, c'est GPT-3, mais maintenant, il est complètement has-been, GPT-3. C'est générateur de texte. Et voilà, les papes, c'est ces trois-là qui ont eu le Turing Award en 2018. Mais en même temps, ils ont traversé le désert, vraiment, et c'est pas mal, parce qu'ils ont perduré, alors que franchement, ils ont eu un moment difficile. Hein. Donc, on est quand même content qu'ils aient continué. Alors pourquoi, outre le fait que des fois le problème soit compliqué et que de toute façon on ait besoin de plusieurs couches pour pouvoir le modéliser réellement, l'autre truc c'est que, en fait, en plus deep, c'est plus proche. Alors je reviens, alors que je vous ai dit que je reviens au cerveau, c'est plus proche de ce qui se passe a priori quand même. C'est-à-dire qu'on a tendance à identifier des choses en plusieurs couches. Les premières ont tendance à prendre des informations de base, éventuellement très très abstraites, et plus on va avancer et plus on va réussir à faire reconnaître quelque chose. Donc, avoir des réseaux profonds, deep, donc, ça a un sens aussi d'un point de vue perception. Ça paraît plus proche de la manière dont nous on perçoit. Voilà, donc ça, je vous en ai déjà parlé, le fait que, oui, beaucoup de paramètres égale beaucoup de données, vanishing gradient, tout ça, je vous ai déjà dit, donc je vais aller assez vite là-dessus. Donc, je vais vous parler maintenant de, en fait, les Fully Connected Networks, donc les MLP, ils sont encore utilisés parce que souvent, c'est la partie classification dans les réseaux. Donc, c'est la dernière couche qui est souvent comme ça. Mais toutes les autres, elles sont souvent différentes. Et différentes, c'est quoi qui est différent? C'est la manière dont on va faire les connexions. Et la manière dont on va faire les connexions, ça va nous permettre de traiter les choses un peu différemment. Donc, le premier, c'est les réseaux convolutionnels dont je vais vous parler. Je vais vous en parler parce qu'en fait, c'est les plus utilisés de nos jours. Alors, en 2012, c'est pas clair en fait
Hinton était plutôt sur les belief networks, les deep belief networks, donc il était plutôt sur le côté probabiliste. Et puis le camp Belgio, le camp surtout plutôt sur les parties CNN. Et en fait, il y a un camp qui a gagné, hein, clairement, mais c'était pas très clair au tout début, en fait, de comment il valait mieux apprendre. Je trouve que, en fait, faire de l'apprentissage probabiliste, c'est plus compliqué que faire de la descente de gradient et du coup plus efficace, ça marche aussi bien. Du coup, il y a clairement un camp qui a gagné. Mais voilà, les réseaux convolutionnels, c'était pas forcément le seul truc intéressant quand tout a commencé à exploser. Pourquoi on arrive à apprendre en deep alors que je vous ai dit deep c'est compliqué, les premières couches, tout ça? Parce qu'on a des architectures qui sont malines, qui vont éventuellement sauter des connexions pour mieux propager les gradients. Donc ça, c'est les côtés ResNet. Parce qu'on sait préapprendre, donc on sait trouver l'hélicoptère qui va nous jeter au bon endroit, donc le gars qui connaît bien la vallée. En fait, il y a des bases de données qui existent. La plus connue étant l'ImageNet pour l'image qui est issue d'une compétition. Je vous montrerai des petites images tout à l'heure. Mais la plupart des réseaux qui travaillent en vision sont tous préappris sur l'ImageNet, même si c'est pas l'ImageNet, c'est une compétition de classification. Et en fait, même si vous ne faites pas de la classification d'image, vous faites autre chose, de la segmentation d'images médicales, de la description, si tu veux, de la génération de légendes, enfin n'importe quoi, tout est préappris sur la base d'ImageNet. Qu'est-ce que ça veut dire préapprendre? Ça veut dire juste avoir l'hélico qui sait nous poser, même en voyant le haut de la montagne, nous poser sur la bonne vallée. Au début, parce que 2012, je vais en parler, mais 2006, ça commençait déjà à passer un peu en force, alors que ça dormait depuis les années 80. Parce qu'en fait, on savait, si on n'avait pas une bonne initialisation par rapport à l'ImageNet, on savait initialiser progressivement le réseau, éventuellement avec des auto-encodeurs et des choses comme ça, pour pouvoir mettre à jour ces poids. On sent bien que se poser sur la bonne montagne au départ, donc avoir le bon hélico, c'est crucial. Hein. Ça a un peu tout changé quand même. Et le deuxième truc qui a changé, c'est que les GPU se sont nettement perfectionnés entre 80 et 2005, là, en grande partie dû aux jeux vidéo. Mais du coup, le fait que les GPU marchent mieux, ça veut dire que les calculs vont beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, même s'il y a beaucoup plus de calculs à faire, en fait, on s'en sort très bien. Donc, on est passé de réseau de neurones au deep learning. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau convolutionnel? C'est un réseau feed-forward. Alors, pourquoi j'insiste sur le feed-forward? Par opposition à quoi? Donc, feed-forward, c'est je suis connecté à la couche suivante. Par opposition à quoi? Par exemple, au réseau récurrent, dont on a parlé tout à l'heure, les LSTM ou autres joyeusetés, là, qui vont potentiellement être connectés sur eux-mêmes. Donc, on n'est plus dans l'aspect, les calculs ne se font plus exactement de la même manière. Enfin, c'est très proche, vous allez voir, mais pas exactement de la même manière. Un CNN, c'est un réseau feed-forward. Et au lieu d'avoir tous les réseaux d'une couche connectés à les neurones d'une couche connectés à tous les neurones de la suivante, on va avoir des connexions qui vont être contraintes pour apprendre quelque chose de particulier qui s'appelle une convolution. Et en fait, ça c'est le grand truc actuellement, c'est assez génial parce qu'on aime bien l'intelligence artificielle, on a inventé la poudre régulièrement. Donc en ce moment, en fait, moi, comme les autres, pour être tout à fait honnête, on se dit, on va mettre des contraintes dans le réseau pour qu'ils prennent en compte des contraintes physiques, on va essayer de lui donner de la connaissance experte pour qu'il fasse quelque chose qu'on aimerait bien qu'il fasse, pour l'imposer à faire quelque chose qu'on aimerait bien qu'il fasse. Mais on veut garder le côté réseau de neurones, la propagation et tout, parce que ça, on sait bien faire, on a les librairies et tout, donc on voudrait bien que ça s'intègre là-dedans. La convolution, c'est exactement ça. Et on avait une opération mathématique qui fonctionnait vachement bien sur le traitement du signal
Alors, ça peut être des images, ça peut être signal image, hein, ça peut être la parole, ça peut être le texte, des signaux de ce type-là. On utilisait des convolutions, je vais vous expliquer ce que c'est, et ça fonctionnait très bien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment imposer au réseau à apprendre des convolutions. Donc, le réseau de convolution, on va dire le plus connu, c'est le net, à cause de l'ECA. Voilà, sans commentaire. Et donc, c'est un réseau qui servait à la base à faire de la reconnaissance de chiffres manuscrits ou de chiffres, de digits en général, donc de chiffres. Voilà. Donc, il y a des bases. La base la plus connue, la base tarte à la crème, c'est MNIST, avec des tailles de 4 chiffres. Et donc, le but, c'est de reconnaître automatiquement ce qui se passe. Voilà. Alors, le net, il ressemble à ça. Et donc, ça, c'est typiquement ce que vous allez avoir dans les papiers sur les réseaux de neurones, des trucs qui ressemblent à ça. Et donc, voilà, mon but, c'était juste de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ça. Donc, comme je vous disais, les CNN, c'est un réseau de neurones comme on a vu jusqu'à présent, qui s'apprend exactement comme on a vu jusqu'à présent. Ce qui va changer, c'est la structure. Voilà. Et il y a des petites choses qui sont rajoutées dans les CNN. À l'époque où j'ai commencé mon cours, c'était vraiment vrai. Maintenant, de moins en moins, en fait. Voilà. Alors, la partie non-linearity, ça, c'est comme avant, en fait. C'est-à-dire, on va faire une convolution qui est une connexion un peu différente de 2 couches. On va arriver sur notre couche, c'est un neurone, il fait la même chose qu'avant. Il fait la somme pondérée de ce qui lui arrive, sauf qu'il n'est pas connecté à tous les autres, mais il fait quand même la somme pondérée de ce qui lui arrive. Il passe à la fonction d'activation, et la fonction d'activation, c'est toujours la relue rectify linear unit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça n'a pas changé. Une fois de temps en temps, pas forcément tout le temps, une fois de temps en temps, on va faire une opération un petit peu particulière. Ça marche surtout très bien dans les images, c'est des opérations de pooling. Alors avant, au début de mon cours, je disais, un bloc de convolution, c'est convolution, fonction d'activation et pooling. En fait, maintenant, dans les faits, il n'y a pas du pooling à toutes les convolutions, mais ça ne change rien, d'accord? Tout ça, c'est des petits changements à la marge. Ça s'entraîne par backpropagation. Donc, en gros, qu'est-ce que ça dit, ce truc un peu étrange? Vous allez avoir votre entrée. C'est bien de savoir sa taille, parce que quand on a sa taille, on va calculer le nombre de paramètres. J'ai dit. Vous allez avoir des connexions qui vont produire ce qu'on appelle des feature maps. Donc, je reviens dessus mon slide d'après, donc pas de panique. Et ces feature maps, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir plusieurs convolutions qui vont être apprises. Et ça, c'est vous qui allez dire, vous les experts des réseaux de neurones. Donc, c'est à vous de décider combien. Comme avant, vous aviez besoin de décider combien de neurones. Alors là, vous n'avez plus trop besoin de décider combien de neurones, parce que ça va être complètement dépendant de ce que vous aviez en entrée. La feature map, le nombre de neurones, ça va être fixé par votre convolution. Et après, ce que vous allez devoir fixer, c'est le nombre de feature maps. Après, vous allez faire des... Donc S, là, c'est pour sampling, parce que l'opération de pooling, on peut appeler ça subsampling, ça va dépendre de ce que vous faites comme pooling. Là, en l'occurrence, on va diminuer la taille de l'image. Donc, au début, elle était 32 par 32. Avec notre convolution, elle devient 28 par 28. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, ça prend longtemps. On va en mettre 6. On va la réduire avec une opération de pooling, elle va passer de 14 par 14. Ces 14 par 14, on va leur refaire une convolution. On va recréer un certain nombre de feature maps, ici 16. Pourquoi 16 ? Elles vont être de taille un peu réduite, mais voilà, ça c'est marginal, ça pourrait être la même taille là. Après, on refait une opération de pooling, on divise par 2 la taille. Et ces machins-là, là, F, donc là, il y a une convolution pour passer sur un vecteur avec 120 neurones. Et après, le F6, ça veut dire F, c'est pour fully connected, ou des fois c'est FC. Donc là, c'est des couches complètement connectées.
Et puis là, c'est des couches complètement connectées encore à la sortie. Donc, il y a 2 couches complètement connectées là. Voilà. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble dans les papiers. Et ça, il faut que vous arriviez à déchiffrer. Et maintenant, une convolution, qu'est-ce que c'est? Alors, une convolution, donc comme je vous disais, c'est une opération mathématique. Donc, la formule est là-haut. Ça, c'est en 1D. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, une convolution, c'est la convolution d'une fonction par une autre fonction. Et ça produit quoi? Une fonction. OK? Donc, une convolution d'une image par une autre image, ça produit une image. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir une fonction de base qui ici, c'est notre fonction bleue. Alors, la fonction bleue, vous ne la voyez pas, mais elle est à 0 là, puis elle fait un créneau, puis elle est là. On va avoir une fonction rouge qui est la fonction sur laquelle on va convoluer la fonction noire avec la rouge. Et donc, ça veut dire quoi convoluer? Ça veut dire qu'on va faire, on va parcourir tout le domaine de la fonction noire. Donc, ici, tout notre axe des x, puisqu'on est en 1D. Tout le domaine de la fonction noire avec notre fonction rouge. Et on va produire tout le domaine de la fonction bleue avec la fonction rouge. Et on va produire la fonction noire. Donc, il y a 2 exemples de convolution. Qui est, en fait, vous pouvez voir ça comme à quel point la fonction qu'on convolue, elle est corrélée avec la fonction. Donc, la fonction rouge, ça, on va appeler ça noyau de convolution ou masque de convolution. On va reparler après. Mais la fonction noire qu'on produit, c'est à quel point la fonction rouge est corrélée avec la fonction bleue. Donc, forcément, quand on est pile poil, quand les 2 créneaux se superposent, la fonction noire, elle est max. Quand ils sont un peu superposés, là, elle augmente. Là, elle rediminue. Jusqu'à ce que, ici, la fonction rouge, elle fait un créneau, alors que la bleue, elle est complètement à plat, qui n'est plus du tout de corrélation. Et du coup, la noire, elle fait ça. D'accord? Donc, ça, c'est la convolution en 1D. En 2D, par exemple, sur une image, ça fonctionne pareil. Vous prenez votre image de base. Donc, ça, c'est votre fonction f. Vous allez avoir votre noyau de convolution ou votre masque de convolution, c'est votre fonction g. Et votre fonction g, vous allez la faire glisser sur toute votre fonction f, donc sur votre image de base. Vous allez la faire glisser un peu partout. Et vous allez calculer la corrélation qu'il peut y avoir entre ça et votre image. Ça, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, j'aime bien voir ça comme cette histoire de convolution, comme une détection de motif, de pattern. Ça, c'est le pattern que vous cherchez, et vous cherchez où est-ce qu'il se trouve, où est-ce que je vais le trouver, et où est-ce qu'il va réagir le plus sur mon image. D'accord? Donc, comment ça se calcule, cette corrélation? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre noyau de convolution là. Quand il est sur ce niveau-là, ça va nous calculer une valeur en sortie. Puis on va déplacer, puis ça va nous calculer celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, etc., etc. Je vais revenir sur le déplacement, pas de panique. Donc, comment ça marche? Je vais prendre... donc je l'ai fait superposer. Je vais prendre cette valeur-là, cette valeur-là fois cette valeur-là. Donc, je vais pondérer. Je vais faire la somme pondérée de toutes mes valeurs ici et pondérée par ce noyau de convolution-là. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 4 fois 0 parce que 4 fois 0, 0 fois 0 parce que 0 fois 0, etc., etc. Ici, je vais avoir un 1 fois 0 à un moment. Et puis ici, je vais avoir un moins 4 fois 2 à la fin sur ce dernier élément-là. Et cette valeur-là, je fais la somme. Ça me donne moins 8. Donc, moins 8, c'est à quel point mon image répond à mon filtre de convolution. D'accord? Donc, un peu plus animé, merci Wikipédia, ça ressemble à ça. Donc, je vais prendre mon image, mon filtre de convolution qui est le jaune là.
dont les poids sont en rouge ici, et je vais faire glisser sur ma partie bleue. Et à chaque fois que je vais glisser, ben, je vais produire une valeur. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que comme on produit une valeur au centre du filtre de convolution, c'est celle-là qui va produire une valeur, ben, les contours du filtre de convolution, ils sont perdus. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, ah ben, c'est bizarre, notre image elle est un tout petit peu plus petite après la convolution. C'est parce que les contours, ils sont perdus. Alors, on n'est pas obligé de perdre les contours. Mais dans ces cas-là, c'est créatif. On peut faire ce qu'on appelle du padding, c'est-à-dire qu'on peut dire que, en fait, autour de l'image, on n'a que des 0 ou que des 1, quelque chose de neutre, un élément neutre pour votre affaire là. Et du coup, on peut commencer à mettre le masque de convolution centré sur le premier pixel là. Et on ne perd rien dans ces cas-là, avec les convolutions. Donc, c'est à vous, experts en réseau de neurones, quand vous faites des convolutions, de décider si vous faites des convolutions sans ou avec padding. Si vous n'en faites pas du padding, ben vous allez perdre des bouts. Alors, à quoi ça sert la convolution? Je vous ai dit, la convolution, c'est quelque chose de connu depuis la nuit des temps en traitement du signal. Et comme c'est connu depuis la nuit des temps en traitement du signal, en fait, c'est pour ça qu'on avait envie de contraindre le réseau. On a dit, mais nous, en traitement du signal, quand on doit extraire des caractéristiques intéressantes d'une image pour faire de la classification à la main, quand on doit l'extraire à la main, ben, on fait passer des filtres. Par exemple, on regarde les hautes fréquences, les basses fréquences sur un signal sonore. Et dans une image, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand je floute, qu'est-ce qui se passe quand je vais chercher les contours, simplement. C'est d'autres caractéristiques des images. Donc, on applique des filtres de convolution sur les images. Par exemple, ça c'est un filtre de convolution gaussien. Donc, imaginez votre image, c'est, je sais pas, une image 40 x 40, toute petite. Vous lui appliquez un filtre de convolution de taille 3 par 3. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça prend les 9, 3 x 3 pixels qui sont ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 1/9 de la première pixel, plus 1/9 de la deuxième pixel, plus 1/9 de la troisième pixel, etc. Et ça va vous rendre le milieu, et ça va vous mettre ça sur une pixel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous avez moyenné votre image sur une petite zone 3-3. Vous avez tout mis sur un pixel. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez fait un blur. Si vous faites ça sur toutes les pixels de votre image, vous appliquez ce filtre-là partout, ben, vous avez flouté. Et en fait, bah, tout le monde connaît ces filtres de convolution-là. C'est facile, quoi. Donc, celui-là, il va extraire les points saillants, enfin les lignes saillantes dans l'image. Souvent, les noyaux avec des éléments négatifs, en fait, ça va faire des dérivés. Ça va extraire ce genre de choses-là. On peut aussi agrandir. Vous avez vu que donc ça, c'est un gaussien laplacien. Donc là, j'apprends pas, mais maintenant, je vais apprendre, moi, avec mon réseau de neurones, les valeurs qui sont ici. Mais là, j'apprends pas. Je sais que si j'applique ce filtre-là, par exemple, mon 1/9 là, c'est mignon ça, mais si je veux flouter plus, bah, j'agrandis le filtre de convolution, parce que si je vais flouter de plus loin, et du coup, bon, je change les paramètres pour que ça aille bien sur le nombre de pixels que je fais, mais en fait, je peux tout à fait contrôler. Donc, Photoshop fait ça très bien. Tous les logiciels de traitement d'image connaissent leur filtre. J'ai mis normalement un lien vers... Ouais, c'est là, je crois. Là. Si vous avez envie, faites-vous plaisir. Vous avez des images et puis vous changez vous avez un filtre de convolution 3-3, puis vous changez vous-même les valeurs et ça vous l'applique. Et ça vous dit quelle est l'image résultante. C'est assez sympa. Voilà. Donc, voilà les filtres de convolution. Donc, ça, c'est les filtres de moyenne, filtres gaussiens, etc., etc. Donc, on sent bien que ça, c'est sympa, parce que ça transforme l'image et ça met en valeur des points éventuellement importants dans l'image. Et donc, maintenant, on veut les apprendre, ces filtres de convolution. Comment on va faire? Vous vous rappelez, on avait d'une couche à une autre des connexions, elles étaient toutes faites. Ces connexions. Je ne sais pas si je vais parler d'interprétabilité aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, là, je vous vois, vous avez l'air intéressé. Donc, je n'ai pas envie d'aller plus vite, mais si vous voulez que je coupe, je peux couper un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Levez la main ceux qui veulent que vraiment j'arrive à la partie interprétabilité.
Ok, donc je vais couper. Levez la main ceux qui apprennent des choses sur les convolutions là. Moi, j'ai déjà appris. Ouais, quand même pas tant. Ok. Donc, je vais passer vite. Ok. Et donc, en fait, ça va, les connexions on va mettre entre les couches vont nous permettre d'assurer qu'on apprend bien une convolution. Et donc, après, le réseau, lui, il va prendre ses poids sur ses couches comme d'habitude. Mais bon, par exemple, là, si on a une convolution, alors le truc, c'est qu'on est obligé de donner la taille de la convolution. Comme avant, on était obligé de donner le nombre de neurones, tout ça. Mais une fois qu'on a donné la taille de la convolution, ce qui résulte de la convolution ici, ben, c'est directement ce qu'on perd sur le noyau de convolution. Il y a des formules pour nous les donner, au cas où on ne fait pas de padding. Donc, c'est ça. Donc là, en fait, on fait une convolution 3 par 1 sur une image qui fait 5 par 1. Et donc, ça va nous donner une image 3 parce qu'on va perdre le premier élément ici, donc on va perdre ce bout-là. Et la dernière fois qu'on va mettre ce noyau de convolution ici, on va perdre ce bout-là. Donc, on va perdre les 2 neurones là, ce qui nous fait quelque chose de plus petit. Donc, l'image résultante est un peu plus petite. Et pour pouvoir être sûr qu'on applique une convolution, donc on fait glisser cet élément-là sur celui-là, ben on va mettre les connexions qui vont bien simplement dans le réseau, qui vont nous permettre d'apprendre une convolution. Et donc, on va produire les choses au fur et à mesure comme ça. Oh, c'est n'importe quoi. Bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est que les réseaux convolutionnels? Eh ben, c'est des réseaux sur lesquels on a des trucs en entrée. On va appliquer des convolutions. On va avoir un autre type de caractéristiques qu'on va potentiellement pouvoir utiliser pour mieux classer après et pouvoir dire ce qu'on veut sur l'image après, avec un MLP, donc ce qu'on a vu jusqu'à présent depuis le début du cours. Et en fait, comme on n'arrête pas le progrès, ben, au lieu de donner une image caractéristique apprise avec un filtre de convolution, ben, on va en donner plusieurs. Donc potentiellement, on va utiliser ces trois-là pour pouvoir prendre notre décision. Et potentiellement, ces trois-là vont faire des choses différentes. Un va faire un blur, l'autre va faire un emboss, enfin ce qu'on veut. Et comme on n'arrête pas le progrès, alors on a toujours nos fonctions d'activation, mais surtout comme on n'arrête pas le progrès, on va en mettre beaucoup des couches de convolution. On va extraire des features, et puis après, on va extraire des combinaisons des features la prise avant. On va extraire des combinaisons, des combinaisons, des combinaisons. Et ça, on espère qu'à la fin, on aura extrait tout ce qu'il faut de notre image pour pouvoir bien classer. Et on va tout apprendre de bout en bout. Voilà, réseau convolutionnel. Du coup, je vais passer sur la partie pooling. Je vous fais remarquer que le nombre de paramètres est nettement réduit. Pourquoi? Parce qu'au lieu de passer du 32 x 32 à, je sais pas, 100 neurones qu'on avait dans la couche suivante, ben, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les poids des filtres de convolution. Donc, en fait, comme les filtres de convolution, ils sont de taille fixe, si notre filtre il fait taille 5 par 5, alors maintenant, tous les filtres de convolution au monde, ils font tous taille 3 par 3. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est très agaçant de devoir décider de la taille. Et donc, on va prendre petit, mais comme on va avoir plusieurs couches, on va les combiner. Donc, de toute façon, même petit, imaginons qu'on voulait flouter beaucoup. Avec un 3 par 3, on ne floute pas beaucoup. Mais sauf que si on floute pendant 4 couches d'affilée, ou 10 couches, ou 100 couches d'affilée, à la fin, on floute. Hein. Même petit, en partant petit bout par petit bout. Donc, on arrête de se prendre la tête sur quelle est la taille du noyau de convolution, 3 par 3. Ce n'était pas le cas dans le net. C'était 5 par 5, en l'occurrence, là. Pourquoi c'est 5 par 5? Parce que, en fait, pour passer de 32 par 32 à 28 par 28, si vous prenez 5, vous allez perdre les pixels qui vont bien. La formule, c'est celle que je vous ai donnée sur le slide d'avant. Et qu'est-ce que vous apprenez? Les poids. Donc, si c'est 5 par 5, c'est 25 poids à apprendre, plus éventuellement des biais. Alors, soit vous donnez le même biais à tous les neurones sur la même couche, vous voyez, soit vous avez 25 biais aussi de 1 par neurone. Et en fait, comme vous allez utiliser plusieurs fils de convolution, par contre, vous allez avoir 25 x 25 x 6. Et ça, c'est quand même vachement moins que 32 x 32 x 100. Et donc, en fait, les réseaux convolutionnels,
ils apprennent mieux parce qu'en fait, ils apprennent quelque chose sur lequel on a fait rentrer de la connaissance experte. Ils apprennent des convolutions. Et ils apprennent mieux parce qu'ils ont moins de paramètres et que du coup, on a besoin d'un peu moins d'exemples aussi. Et voilà. Donc, ça, c'est top. Donc, maintenant, tout le monde utilise des réseaux convolutionnels. Donc, le réseau convolutionnel, le premier, le patient 0, c'est pas le net, désolé pour lui, mais c'est AlexNet. Donc, ça, c'est le premier à avoir gagné la compétition sur les images ImageNet dont je vous parlais tout à l'heure en 2012. Voilà, 60 millions de paramètres, quand même. Mais bon, et donc voilà, maintenant c'est un zoo. Hein, donc 2012 AlexNet, le net 99, et depuis, il y en a tout le temps, 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 tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous devez utiliser, vous, en thèse, quelque chose qui apprend raisonnablement bien, entraîner sur ImageNet parce que ça va vous aider d'être directement sur la bonne montagne. VGG est là. Très utilisé. VGG est très utilisé, mais tu sais maintenant, voilà, c'est ça. Alors peut-être ça, les Inception, ils sont un peu longs, mais il y a des T-Shop.net, il y en a des mieux que VGG. Mais à vrai dire, pourquoi changer? À vrai dire, ils font bien le job. Hein. Si vous voulez faire de la classification d'images, ça fonctionne très bien. L'avantage de ResNet par rapport à VGG, c'est qu'il est moins lourd et il apprend mieux, il converge plus vite, donc il apprend plus vite. Ça, c'est les connexions résiduelles. C'est ça. Le fait que, en fait, de temps en temps, vous avez vos inputs, convolutions, batch norm, relus, ce que vous voulez, enfin des trucs qui se passent d'à côté comme d'habitude. Et puis, vous allez avoir des connexions raccourcies dans votre réseau. À quoi ça sert ces connexions raccourcies? Vous faites juste des additions de ce que vous obtenez quand vous passez sur un filtre et de ce que vous aviez avant. L'avantage, c'est que quand vous allez backpropager, ici, il va devoir backpropager partout, sur toutes les couches qu'il pouvait y avoir là. Puis là, il va backpropager directement en suivant cette connexion-là. Du coup, moins de problèmes de vanishing gradient et ce genre de choses-là. Ça, c'est Inception. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, et c'est de plus en plus profond. Donc, Inception, on en a une centaine de couches maintenant, quoi. Bon, on n'est pas obligé tous de jouer avec des trucs aussi lourds, parce que même maintenant, les réseaux, juste les codages, stocker les activations, stocker les trucs, on peut en avoir pour plusieurs mégas, voire plusieurs gigas sur certains réseaux, juste de mémoire de stocker le réseau. Pas obligé de faire ça, mais par contre, si vous voulez gagner les compétitions, voilà. Et donc, si on change les connexions, on peut faire du récurrent. Alors, le récurrent, ça s'entraîne de la même manière, backpropagation et tout. C'est juste que, en fait, la sortie, donc vous allez avoir un neurone, vous pouvez en avoir plusieurs couches de ça, mais sur un neurone, vous allez avoir un neurone dont sa sortie repointe sur lui-même, ce qui fait que, en fait, à l'instant suivant, pour prendre une décision, il va se servir de la nouvelle donnée qui lui arrive et de la sortie qu'il avait eue à l'instant précédent. Et en fait, ça, vous pouvez le déplier en fonction du nombre d'instants que vous allez lui donner là. Vous pouvez le déplier, et si vous le dépliez, en fait, ça ressemble exactement à un réseau de neurones feed-forward, sauf qu'au lieu de faire une propagation dans le réseau, vous allez faire une propagation dans le temps. Mais ça s'entraîne de la même manière, c'est exactement la même chose que je vous montrais tout à l'heure. C'est juste que les connexions ont été, encore une fois, mises un peu différemment pour pouvoir prendre en compte des informations temporelles. Bon, du coup, je ne vous parle pas de RNN, parce que voilà, on ne va jamais y arriver sinon. Je ne vous parle pas de LSTM, vous avez plein de slides là-dessus si vous voulez. Voilà, on parle de LSTM ou de GRU. Lequel est le mieux, voilà. Je ne vous parle pas d'auto-encodeur. Lequel est le mieux, je n'ai pas de réponse. C'est juste qu'il y en a un qui a 2 portes, l'autre 3. Comme il y en a un qui a une porte de moins de mémoire, il s'entraîne plus rapidement.
il peut donner de moins bons résultats, ça dépend de la complexité du problème, encore une fois, ça dépend. Ça, c'est un auto-encodeur. La fonction coût, donc ça, c'est non supervisé. On n'a pas besoin du Y. Ce qu'on va chercher à faire, c'est, étant donné une entrée, étant donné des couches au milieu, on va vouloir essayer de reproduire l'entrée, donc de la reconstruire. Donc, on n'a pas besoin d'une étiquette. On veut juste essayer de bien reconstruire l'entrée. Vous allez me dire, on n'a qu'à apprendre une fonction identité. Mais vous auriez bien raison de me le dire. Mais on va essayer de ne pas faire ça. Ce qu'on va vouloir, c'est essayer d'apprendre un espace qu'on appelle latent, donc le truc au milieu qu'on ne voit pas, qui soit plus petit que l'espace des données d'entrée. Donc, on va compresser, on va le forcer à compresser, puis on va le forcer aussi à apprendre l'identité. On va lui mettre des contraintes sur l'os pour qu'il évite de faire ça. Et voilà, donc on change juste la loss, on se déroule pour avoir une loss qui n'est pas une loss qui contient la sortie attendue, puisqu'on ne l'a pas là, on est en non supervisé. Oui, dis-moi. Oui, désolé, dans l'auto-encodeur, je n'ai pas le domaine, mais juste une question. Est-ce que la couche, par exemple, de la hiérarchie niveau 2, ouais. Lorsqu'on l'encode, du coup, les poids de ces couches, est-ce que ça contient des features, des caractéristiques de l'image ou simplement ça stocke des informations complexes? Non, en fait, alors oui et non à ta question. C'est-à-dire ici, tu peux faire ce que tu veux. Avant d'arriver, ici, tu peux imaginer que tu as un réseau complet, voire un CNN complet là. Donc, tu peux extraire des caractéristiques, par exemple des images, ce que tu veux. Et à un moment, tu vas arriver sur un boulot, bottleneck en anglais. C'est ta représentation. Tu dis que là, c'est bon. La représentation que j'ai apprise, elle me va bien. Ça, c'est ta représentation latente. Et derrière, à partir de cette représentation latente, tu vas essayer de recoder, de reconstruire ta donnée d'entrée. Donc, en fait, ici, tu peux avoir de l'extraction de caractéristiques autant que tu veux. Par contre, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ici, pour le décodage, on a forcément un inverse de ce qui se passait en encodage? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des opérations qu'on inverse? Est-ce qu'une partie des opérations est inversée? La réponse est souvent non. Donc voilà. Quel est le lien entre l'encodage et le décodage? Alors, en général, c'est laissé totalement libre au réseau. Il apprend ce qu'il veut en encodage et en décodage. C'est pas contraint, mais ça pourrait être contraint. Oui, j'ai posé la question parce que justement, si la couche cachée au milieu, là, si ça contient, si ça arrive à stocker des informations caractéristiques et qu'on arrive à décoder, il suffit simplement à prendre le décodeur et appliquer dans tous les autres réseaux de neurones et ça va reproduire toujours les features comme vous l'avez appris. Alors, ce que tu me dis. La couche cachée. Donc, je ne sais pas si ma question est claire. Pas trop. J'essaie de reformuler. Ce que tu veux me dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu cherches à faire? Je pense que c'est ça. C'est une tâche non supervisée qui peut être de plusieurs types. Pourquoi tu as besoin de cette tâche non supervisée? Si, par exemple, un 1, ça contient, par exemple, ça existe une courbe, en rond ou en trait dans l'image. Et du coup, on arrive à visualiser la courbe à la sortie par le décodeur. Du coup, ce sera pratique à prendre le décodeur pré-entraîné et l'appliquer dans un CNN déjà entraîné. Et du coup, ça nous permet de visualiser ceux qui sont stockés dans les modèles déjà entraînés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça a été utilisé au début pour, par exemple, pré-initialiser les poids des réseaux profonds. On s'était dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre couche par couche des auto-encodeurs et utiliser les représentations apprises pour initialiser les poids d'un réseau plus profond. On peut faire ça. Il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser des couches d'auto-encodage comme brique de base d'un CNN. Parce
parce qu'en fait, tu te sers pas, ton CNN, il est a priori supervisé, ce que je vous ai montré juste avant. Et du coup, là, tu ne te sers absolument pas de ton information de classe, alors que tu pourrais t'en servir et potentiellement extraire des caractéristiques qui seraient plus corrélées à ta classe. Donc, ce n'est pas une brique de base des réseaux de convolution que j'ai montré avant. Ça peut être utilisé pour préapprendre, ça peut être utilisé pour initier les voies. En général, c'est utilisé pour apprendre des espaces latents. En fait, c'est des modèles. Une fois qu'on a l'espace latent là, on peut générer des nouvelles données. On fait de l'échantillonnage sur l'espace latent là. On part de cet espace latent là, on génère des éléments aléatoirement et avec le décodeur, on peut générer des nouvelles données. Donc, avec un auto-encodeur, on peut faire de la génération, on peut faire. Donc, oui, ça peut être, mais quand tu n'as pas de données de classe. Si ton problème, c'est un problème de classification de régression, quand tu as une donnée de classe, tu as toujours intérêt à l'utiliser, en fait. Ta représentation ne sera que meilleure. Donc, utiliser un auto-encodeur pour aider un CNN, c'est comme si tu voulais utiliser une bombe nucléaire, mais tu ne voulais pas mettre de trucs radioactifs. Ah non, Excuse-moi pour les analogies, plus la fatigue monte, plus c'est pourri. Donc, ma question, c'est plutôt est-ce qu'on peut bénéficier de l'écodeur pour aider un être humain à expliquer ce que vous disiez? Ah oui, d'accord, c'est parti sur l'explication. Encore une fois, oui, quand tu es dans le non supervisé, tu vas utiliser ce genre de choses-là et tu vas essayer de visualiser des choses. Alors, le bottleneck des auto-encodeurs, c'est beaucoup moins joli que ce que j'ai pu vous montrer sur les feature maps extraites par les CMS. Pourquoi c'est beaucoup moins joli? Parce qu'il n'y a pas de classe. Donc, les features qui sont apprises, elles sont très, très génériques, mais il n'est pas du tout guidé pour apprendre des choses qui ressemblent à des contours ou des choses comme ça, si tu le fais de manière totalement non supervisée. Donc, en fait, ton espace latent, là, il n'est pas forcément très compréhensible, interprétable. Il peut être interprétable, il y a des techniques là-dessus. Par exemple, il y a des techniques des entrelacements, des entanglements, qui vont essayer parce que, en fait, le fait que tu aies cette activation-là, ça peut venir de la couleur, de la forme des objets, enfin plein de choses qui s'entremêlent. Et tu as des techniques pour essayer de faire en sorte qu'ils désentrelacent les représentations pour pouvoir avoir des choses qui sont plus interprétables après. Mais de base, comme tu es non supervisé, c'est pas joli, quoi. Voilà. Donc, j'ai tout ce que je vais dire sur les auto-encodeurs. Je voulais vous montrer ce que c'était qu'un GAN parce que c'est très joli aussi, mais tant pis, je ne vous le montrerai pas, ça vous apprendra. On n'est pas obligé d'avoir des couches complètement connectées sur les réseaux de neurones profonds. On peut faire complètement des convolutions de bout en bout. En particulier, c'est bien quand on doit produire des images. Et alors là, ça c'est génial. Donc ça, c'est un réseau existant. Et donc, ce que vous pouvez voir, moi, je trouve ça incroyable. Donc, vous avez une image qui passe dans des tas de convolutions et du pooling. Donc là, ce que vous voyez, c'est à chaque fois qu'on descend, là, c'est parce qu'on vient de faire un pooling. Pooling, je n'ai pas dit, mais vous savez, parce que vous voyez que vous savez. Et donc là, on arrive en fait à un pixel, enfin plusieurs fois un pixel. Et en fait, ça, c'est utilisé pour reconstruire ça. Donc ça veut dire que tout ce qui a été extrait là, c'est suffisamment bien extrait pour que l'information qui est là soit suffisante pour reconstruire derrière. Moi, je trouve ça magique. C'est l'une des techniques d'explication, justement, la déconvolution, c'est l'une des approches d'explication. Actuellement, elle est utilisée en tant qu'approche d'explication. Après, quand tu utilises les gradients sur toutes les méthodes à base de cartes de science ou de choses comme ça, c'est ça que tu fais. Voilà. Alors, juste parce que des fois, on me demande quelle architecture choisir, il y en a beaucoup et tout ça. Et donc, ça, c'est pas moi, hein, mais je trouve que c'est tellement vrai. Voilà. Hein? Don't be a hero.
C'est pas à vous de créer des architectures, vous, doctorants, même de Paris-Sorbonne, certainement pas de Rennes, certainement pas de Lens ou de où vous voulez. D'accord, on les laisse aux gens qui s'amusent à détruire la planète, là. Nous, on prend les choses existantes. Voilà, donc prenez le dernier réseau qui marche bien pour la compétition, ça c'est la compétition ImageNet. En 2016, sur ce talk-là, c'était ResNet. Regardez le dernier si ça vous fait plaisir, pour commencer à quelque chose de état de l'art. Commencez par un réseau qui est préentraîné. Si vraiment vous avez l'impression que c'est trop grand, qu'il y a trop de machin, vous enlevez des bouts. Hein, et après, ce qu'on fait, ça s'appelle du fine-tuning, c'est-à-dire que vous allez le réadapter à votre cas particulier, votre jeu de données particulier. Mais c'est juste une réadaptation. Et donc, a priori, vous êtes sur la bonne ligne pour descendre. Voilà. Il y a des choses à dire là-dessus. Il y a des librairies. Les plus connues, c'est TensorFlow et PyTorch. Alors, moi, je suis team PyTorch. Je vous explique pourquoi. Donc, il y en a une, c'est Google et l'autre, c'est Facebook. Quand je les écoute parler de temps en temps, j'ai des gens de Google et de Facebook, des gens de chez Google, ils disent « Ah, c'est mieux chez vous quand même ». Alors, je me suis dit « Bon, alors c'est ça qu'il faut ». Donc ça, c'est mieux maintenu, c'est plus facile d'aller faire des changements à l'intérieur. Voilà, a priori, plutôt PyTorch, si vous devez commencer par là. Et voilà. Et donc, quelle heure il est? Oui. C'est comme vous avez dit au début que les réseaux préentraînés marchaient bien sur peu importe la tâche. Et je me demande si ça marche aussi pour les séries temporelles, par exemple. Si je veux faire la classification, est-ce que ça vaut le coup de. Alors, on se connaît un peu et je travaille aussi sur les séries temporelles et avec des réseaux, donc je peux répondre à ta question. En fait, ça ne sert à rien, ImageNet, on est d'accord. Pour ta série temporelle, ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques qui sont extraites de tes séries temporelles. Par contre, imaginez qu'on préapprend sur tout UCR, donc tout le repository de Time Series Classification, on préapprend un réseau s'il était vraiment profond, ça pourrait avoir du sens. Après, moi, je ne sais pas comment toi tu t'en sors, mais je n'ai pas besoin que mes réseaux soient très profonds pour traiter les données UCR. Bon, après, les données UCR, elles ont plein de choses qu'on peut dire dessus, mais tu n'as pas besoin que ce soit très profond. Et si tu n'as pas besoin que ce soit très profond, tu peux te permettre de les entraîner from scratch, donc qu'ils ne soient pas préappris. C'est vraiment le côté profond et vraiment avec de la profondeur. Enfin, on fait du deep sur les séries temporelles, mais on a deux couches. Du deep au sens littéral. mais si ton problème n'est pas très compliqué, que ton réseau est petit, tu n'as pas forcément besoin de préapprendre dans ces cas-là. C'est vraiment quand tu as un problème à traiter un peu complexe, quoi, de classif. Voilà. Et donc là, je vais vous parler un tout petit peu d'explication dans les réseaux de neurones. Pourquoi il faut expliquer? Bon, je pense que vous avez compris qu'entre ce que vous mettiez en entrée et ce qu'a dit le réseau de neurones à la fin, vu la complexité de la fonction qu'on est en train d'apprendre, notre fonction composée, les convolutions, on ne sait pas exactement ce qu'elles font. Si on savait exactement ce qu'elles faisaient toutes, déjà, on aurait un petit peu plus d'interprétabilité sur ce qui se passe à la fin. Mais là, comme c'est tout appris, on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'est-ce qui a déclenché telle ou telle décision du réseau. Ce qui a déclenché sur les attributs d'entrée, donc quels pixels ont effectivement servi, ou pourquoi ce neurone-là a effectivement une plus grosse activation que les autres. Enfin, c'est un peu difficile d'ouvrir ce truc-là. Donc, en fait, c'est considéré comme ce qu'on appelle des boîtes noires. Et pourtant, c'est utilisé déjà assez régulièrement dans des situations critiques, que ce soit des situations légales. Vous avez tous l'exemple de comptage, je pense qu'on a dû vous en parler. En médecine, pour Parcoursup ou pour tout ce qu'on veut, donc tout ce qui va être enseignement, c'est aussi très utilisé. Pourtant, derrière, il y a des vrais gens. Les assurances, donc l'exemple bateau, c'est on a notre exemple modèle qui nous dit vous demandez une assurance pour telle chose, il vous dit 0,773
Et donc, on ne vous donne pas votre prêt. Et donc, vous avez quand même besoin d'un truc, une surcouche qui vous dirait, alors, vous avez 90% de salaire, vous avez un salaire qui est 90% trop bas, et vous êtes 10% trop jeune, et donc, on ne vous donne pas votre prêt. Vous seriez toujours dégoûté, mais au moins, vous auriez une petite raison de pourquoi vous avez ce genre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut pouvoir dire des choses sur ce qui se passe dans les réseaux, soit ce qui se passe dedans, ou soit pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Alors, comment je suis là en termes de timing? Je suis pas bien. Il reste une bonne demi-heure. Oh, c'est bien. Enfin, voilà, je pense qu'on peut déborder de 5 minutes. Non, mais je pense une demi-heure, je suis bien. Ah, c'est top. Ok. Donc, j'ai pas besoin de speeder comme une pote, ce qui m'arrive souvent en fin de... Ok, super. Donc, les méthodes, quand on parle d'interprétabilité, quand on parle d'explicabilité des réseaux de neurones, on a tendance à classer ça en 2 voire 3 catégories. La première, c'est celle qui s'occupe des données, parce que on peut vouloir essayer de faire en sorte que les données soient intelligibles alors qu'elles ne le sont pas. Et donc ça va être toutes les méthodes qu'on appelle ad hoc, par exemple, sélection d'attributs, enfin, tout ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que déjà, si on a accès aux données ou si on a un retour sur les données, on comprenne ce qui se passe. Les attributs, ce soit des PCA, enfin tout ce qu'on peut, ça c'est réduction de dimensionnalité, mais on peut aussi imaginer que on a un pré-passage, un pré-filtre de l'expert qui, alors j'en ai pas parlé, mais la grande force des réseaux de neurones, c'est qu'ils apprennent leur espace de caractéristiques, avec les convolutions en particulier. C'est pour ça que je trouve que ça n'a pas de sens d'utiliser des réseaux de neurones sur des problématiques où vous avez une table avec des attributs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas forcément de structure dans vos données. Et comme ce que fait un réseau de neurones convolutionnel, c'est d'extraire la structure, d'extraire des motifs, s'il n'y a pas de motifs, ça ne sert à rien d'utiliser un réseau de neurones. Donc voilà, les réseaux de neurones, il ne faut pas les utiliser partout. Et admettons que vous ayez trouvé l'application sur laquelle vous avez besoin d'un réseau de neurones, peut-être que vous avez envie de pouvoir avoir un langage de description qui vous parle plus que des pixels ou des choses comme ça. Et donc ça va être à vous de pouvoir le fournir au réseau. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas sur ma taxonomie, là, qui serait plutôt avant. Ce que je fais avant pour pouvoir avoir des retours qui soient intelligibles. Après, vous avez ce qui se fait de plus en plus en ce moment, qui va être ce qu'on appelle l'explainable by design. Donc l'idée, c'est d'apprendre un réseau dont qui va s'appuyer sur des caractéristiques intelligibles, interprétables, pour prendre sa décision. Vous allez forcer à ce qu'il utilise des caractéristiques interprétables, éventuellement qu'il peut apprendre aussi, pour prendre sa décision. J'en parlais un petit peu. Et puis, vous avez tout ce qu'on appelle les explications post-hoc, donc les explications a posteriori. Donc, vous apprenez le réseau, vous le voyez comme une boîte noire et vous allez l'interroger pour pouvoir fournir des explications. Donc, ces explications post-hoc, je vais surtout parler de ça aujourd'hui, mais je vais un peu parler de ça quand même. Ça, c'est assez récent, mais je pense que c'est ce qui a plus prometteur dans la recherche sur ce sujet-là. Ça, c'est un peu moins récent. De toute façon, enfin, bon, vous êtes là, vous savez, le Explainable AI, le boom, en gros, c'est 2016, quoi. Enfin, ça commence bien sûr, on en parle depuis la nuit des temps. Vous pouvez trouver des talks de Yves Khodratov qui expliquent évidemment, il faut que les modèles soient interprétables et depuis la nuit des temps. Mais d'un point de vue recherche, l'excitation dans la communauté recherche, c'est assez récent. Donc voilà, vous avez les modèles dits plutôt locaux et les modèles plutôt globaux, je vais revenir là-dessus. Donc je commence par là. Donc ce que j'appelle local, c'est souvent
ce qui va expliquer une décision en particulier. Vous avez un exemple et vous voulez comprendre pourquoi cet exemple a été classé de cette manière. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être sur cet exemple, localisé sur cet exemple. Au contraire de global, les explications globales, ce serait plutôt, je veux expliquer le fonctionnement du modèle dans sa globalité. Ou je veux expliquer, par exemple, pourquoi telle décision est prise pour cette classe en général. Pas cet exemple, mais tous les exemples de cette classe. Donc, voilà la différence que je fais locale et globale. À quoi ça sert les explications locales? Par exemple, à essayer de comprendre si tel biais apparaît dans les prédictions, enfin, si les prédictions sont biaisées d'une certaine manière, et de vérifier aussi si les prédictions sont faites pour les bonnes raisons. Mais ça, c'est pour une prédiction donnée, donc c'est plutôt local. Donc, qu'est-ce que j'appelle explication post-hoc? C'est ça. On a... donc ça, c'est un exemple de Lime, qui est une méthode d'explication post-hoc basée sur l'extraction sur l'identification des attributs importants sur les données d'entrée, donc sur l'image de base. Je vais reparler de ça un petit peu après. Mais bon, l'idée, c'est que voilà, vous avez cette image-là, on vous dit c'est un husky et le réseau est assez sûr de sa prédiction, 0,98, les prédictions sont entre 0 et 1, sortie du softmax. Donc 0,98, il a fond. Et en fait, ce que vous voulez, et donc ça c'est un peu l'exemple tarte à la crème, mais en même temps, je trouve qu'il illustre bien ce que ça veut dire. Vous voulez quelque chose qui vous explique pourquoi le réseau a dit que ça c'était un husky, et en fait, sur certaines images, donc ça c'est probablement quelque chose d'imagenaire, ou trop court. Non, quelqu'un m'a dit? Non, c'était plutôt local, la méthode. Oui, la méthode est locale, mais je ne sais plus de quelle base est tirée ça, peut-être ImageNet, mais je ne sais plus. Mais donc l'idée, c'est que, en fait, là, on se rend compte que le réseau, pour pouvoir prendre sa décision sur un ski, ce n'est pas du tout intéressé au chien, il s'intéressait à la neige. D'accord? Et donc ça, c'est intéressant de le savoir après coup, parce que du coup, on se rend compte que notre jeu de données est biaisé. On a donné que des photos de ski sur la neige. Et donc, on est super content parce que notre réseau il est capable de reconnaître un berger allemand d'un husky. Mais c'est parce que toutes nos photos de berger allemand, elles sont dans la nature et que notre husky, il est tout le temps sur la neige. Et donc, il ne se focalise pas du tout sur le chien. Mais voilà. Donc, on a les mêmes types d'images avec les vaches. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple des vaches. Donc, les vaches, toujours on les près. Et si vous mettez une vache sur une cage, c'est bon, hein, les réseaux ils ne reconnaissent plus du tout les vaches. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont chercher, c'est un peu de texture au niveau de la vache, pas grand-chose, mais surtout le fait qu'on ait des beaux fonds verts derrière, parce que toutes nos images de vaches sont là-dessus. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir s'assurer a posteriori, de pouvoir vérifier a posteriori que le réseau est censé faire ce qu'il veut, parce que si on veut mettre ça dans une application critique, de type conduite automatique ou des choses comme ça, hein, on a quand même besoin de savoir qu'il est capable de réagir pour de vrai à l'objet et pas à un contexte différent, parce que des contextes différents, il y en aura toujours. Donc ça, c'est important de le voir, donc c'est important de pouvoir expliquer les défis. S'il vous plaît, là, vous dites que vous allez faire ressortir un biais, ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'intelligibilité de ça? Alors, je suis d'accord. Hein, donc ça, on peut débattre là-dessus parce que j'ai des idées là-dessus. En fait, donc, le parti pris de Lime, en l'occurrence ici, c'est que ce type d'explication s'adresse aux utilisateurs de cette base-là, donc aux experts du domaine, pas à monsieur tout le monde, et pas parce que monsieur tout le monde, on lui montre ça comme une explication, je ne sais pas ce qu'il en fait. En même temps, est-ce que monsieur tout le monde... mais ça, c'est parce que ça, ta part est identifié. Après, tu pourrais faire passer un classifiant là-dessus qui te dirait ça, je détecte neige et ça, je détecte neige aussi. Et donc, tu pourrais imaginer que tu as quelque chose derrière qui te remet ça dans un langage qui est intelligible pour un utilisateur lambda, qui serait plutôt le langage naturel. Mais on va considérer que
puisque tu lui as mis des images, si on te parle image, ça va te faire tilt. Nous, on a le même problème pour les séries temporelles. On a tendance à considérer que le langage intelligible pour l'expert, bah, comme il nous donne des séries temporelles, c'est des bouts de séries, ça il sert. On est d'accord que monsieur tout le monde, il ne saura pas interpréter un bout de série. Mais voilà, on se dit, si on lui parle dans le langage de ces données d'entrée, quelque chose, s'il nous donne du texte, on lui rend du texte, s'il nous donne des images, on lui rend des images, eh bien, on a des chances d'être au moins interprétable par l'expert qui utilise l'algorithme. Après, je suis d'accord avec toi. Est-ce que cet expert-là, on peut... Oui. De toute façon, sur l'image-là, quand même, l'expert, ou d'ailleurs le non-expert, va se rendre compte qu'il y a un problème sur l'explication. Il va se dire, voilà, je ne reconnais rien sur l'image explicative. Ouais. Donc, il y a quelque chose. Oui, parce qu'a priori, le langage image lui parle. Voilà. On peut imaginer ça. Mais c'est vrai que je me suis posé la question avec des étudiants, que c'est quoi en fait les langages qui parlent à un utilisateur, expert ou non en fait. Et je pense que clairement, si tu restes dans le champ de la perception, ce qu'on manipule tous les jours, donc l'image, le texte, enfin des choses le son, ça fait partie des choses qu'on peut considérer interprétables. On est d'accord que la définition d'interprétable, je suis pas passée par là parce que je me suis dit que ça, peut-être que ça avait été défini en début de semaine et j'aurais pu commencer par une demi-heure de débat sur qu'est-ce que ça veut dire explicable, c'est quoi la différence avec interprétable, qu'est-ce qui est interprétable, qu'est-ce qui est explicable, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, on est d'accord qu'on peut rentrer dans ce débat-là hein, et il est intéressant en soi, mais moi, je n'ai pas tranché là. J'ai une dernière petite question. Comment vous avez obtenu la neige? Vous avez retracé dans le réseau ce qui a donné le plus de poids au 0,98 et vous l'avez appliqué à l'image de base pour vous donner que en fait, c'était la partie neige? Non, ça c'est live, donc je vais t'expliquer le live tout de suite. D'accord. Donc, je vais te montrer. Parfait. Et je crois que vous avez un exposé quasiment que sur Lime systématique. Pas que sur Lime, mais Marie-Jeanne Le Sceau en reparlera. Alors, donc, les catégories de... Encore une fois, c'est discutable. Hein, là, on est passé... avant, c'était un cours sur les réseaux de neurones. Là, on est passé sur une discussion recherche un peu, hein, dans le sens où... Bon, c'est ma manière de présenter les choses à ce moment-là. Enfin, c'est celle que j'ai trouvée qui me semble la plus intéressante, mais voilà, il faut mettre beaucoup de guillemets sur tout ce que je raconte maintenant. Hein. Donc, soit on s'intéresse aux attributs. On s'intéresse à qu'est-ce qui, dans mes données d'entrée, ma description de mes données d'entrée peut permettre d'expliquer. Donc ça, c'est tout ce qui va être feature importance, donc l'importance des attributs, l'importance des caractéristiques. Donc là-dedans, vous avez la MSHAP et puis plein d'autres. Je vais parler un tout petit peu de celle-là. Je vous ai mis les rêves pour les autres. Je vous donne mes slides, vous allez avoir des rêves de partout. Là, c'est vraiment, je vous fais vraiment un état vous avez tout ce qui va être basé règles, parce qu'on considère que les règles symboliques sont interprétables de nature, donc by design. Mais du coup, on va utiliser ce genre de choses pour pouvoir expliquer. Donc, on va réapprendre quelque chose qui va nous permettre d'expliquer. Vous avez tout ce qui va être carte de caractéristiques. Donc ça, en fait, la différence entre ces deux-là est un peu discutable, dans le sens où les cartes de caractéristiques, c'est, encore une fois, on va revenir aux données d'entrée et on va dire, là, on a beaucoup réagi, par exemple, sur les images, ou là, donc ça ressemble quand même un peu au feature importance. Donc ces deux-là pourraient être ensemble. Vous allez être tout ce qui est à base de prototypes. Et là, le papier que je préfère, c'est un papier qui n'est pas du post-hoc, qui est du by design. Donc l'idée, c'est, pour les prototypes en post-hoc, c'est de dire, j'ai pris cette décision parce que je suis proche. Vous savez, les prototypes, c'est comme quand vous faites du camédoïde en K-means, vous avez un centroïde de vos clusters, et qui est souvent le barycentre de votre cluster quand vous faites un K-means.
Vous me suivez tout ça? Et quand vous faites un caméloïde, vous obligez que votre centre de cluster ce soit un point qui existe. D'accord? Ce point-là, vous pouvez appeler ça un prototype. C'est le truc qui représente le mieux votre cluster. Ok, là, c'est l'idée. C'est de dire, j'ai écrit ça dans mes slides plus loin, mais c'est pas grave, je vais la faire. C'est de dire, je vais essayer de vous expliquer par analogie pourquoi j'ai classé ça comme ça. Parce que ça ressemble à ça, parce que ça ressemble à ce bout-là, parce que... donc ça, on peut les apprendre, ces analogies, ou on peut les calculer a posteriori. C'est pour ça que ça peut être soit post-hoc, soit by design. Et l'autre type d'explication, c'est les contrefactuels. Les contrefactuels ou les counterfactuals. Et donc là, c'est l'idée de fournir des exemples. Par exemple, vous fournissez un exemple. Vous n'avez pas eu votre prêt. Vous arrivez à la banque, il vous passe dans la boîte noire et il vous dit vous n'avez pas votre prêt, selon vos caractéristiques. Et l'idée, c'est qu'est-ce que j'aurais dû modifier dans mes caractéristiques pour avoir le prêt. C'est-à-dire, quel est l'exemple le plus proche de moi qui me fait passer de l'autre côté de la frontière de décision, qui va me permettre de pouvoir dire, si vous aviez été 10% plus vieux et que 90% plus riche, et vous auriez votre... Est-ce que les counterfactuals à leur tour sont peut-être aussi post-hoc? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais comme je disais au début, post-hoc, on commence à avoir un peu d'expérience, enfin la communauté en général, mais voilà, Lime, ça date de 2016. Bon, ça fait 5 ans. C'est pas très vieux, mais voilà. Tout ce qui va être by design, c'est plus récent quand même. C'est max 3 ans. Voilà. Donc, bon, c'est un peu moins d'expérience, mais on peut faire les deux. Oui. Et on peut apprendre les contrefactuels. En ce moment, c'est le truc qui excite tout le monde. À ECML, la conférence en machine learning cette année, et 2 sessions entières sur l'apprentissage de contrefactuels. Donc, quand je dis apprentissage, c'est forcément by design parce que du coup, on apprend le contrefactuel en même temps. Ouais. La manière dont vous écrivez, c'est un peu comme les exemples de classe. Oui, c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu cette discussion-là à la conférence. On m'a dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre les exemples adverses et le but n'est pas le même. C'est-à-dire que en fait, l'exemple adverse, c'est vraiment l'exemple qui est borderline de ta surface de ta surface de décision, enfin, ou de ta décision, de ta fonction de décision. Celui qui est mal classé parce que tu n'as pas bien modélisé ton problème sur cet endroit-là. Alors que le contrefactuel, c'est on est d'accord que c'est proche, hein, ta question est tout à fait pertinente. L'idée, c'est vraiment, j'ai un exemple qui est bien classé, hein, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il soit proche de ma surface de décision, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, si tu veux, ce serait de trouver l'exemple adverse, mais je ne veux pas qu'il soit adverse, je veux qu'il soit vraiment passé d'une autre classe, si tu veux. Trouver l'exemple de l'autre classe la plus proche par rapport à ma surface de décision. Donc, c'est pas... C'est lié dans le sens où on est... Forcément, comme on va chercher le plus proche, on va s'approcher et on va être très proche de la surface de décision. Donc, on est d'accord que potentiellement, ton exemple... Si ton réseau est mal appris, c'est-à-dire que tu n'as pas bien modélisé cette partie-là de ton espace d'exemple, c'est possible qu'il soit adverse, ton exemple. C'est-à-dire qu'il soit mal classé, alors que pourtant il a toutes les caractéristiques d'un exemple de la classe qu'il apprend. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu subtil en fait, mais ce n'est pas la même philosophie. Voilà. Donc Lime. Donc Lime, c'est modèle agnostique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça s'utilise sur les réseaux de neurones, c'est ça que je l'ai mis là, mais ça s'utilise sur n'importe quoi d'autre. Ouais, peu importe la boîte. Voilà, c'est ça. Donc l'idée de Lime,
c'est que on va avoir un exemple. Donc, là, on a une surface de décision qui est la surface rose, enfin, le pourtour là. Quand on est en bleu, c'est dans une classe. Quand on est en rose, c'est dans une autre classe. D'accord? Et on a cet exemple-là et on veut l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, l'expliquer avec tout notre réseau, donc toute notre fonction. Vous vous rappelez, composé de fonctions, truc imbitable, là, notre fonction f qu'on apprend. Au lieu de l'expliquer avec toute notre fonction f qui ne veut pas dire grand-chose, on va essayer de l'expliquer localement avec quelque chose qui va approximer cette grosse fonction-là, mais juste près de l'exemple. Et on va essayer de l'approximer avec quelque chose de plus intelligible, c'est-à-dire avec une relation linéaire près de l'exemple. Donc, ça va, je ne raconte pas de bêtises? Je suis checké, je vois bien. Ça ne m'inquiète pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va échantillonner autour de cet exemple-là des points. Donc, des points qui ne sont pas forcément dans l'espace de départ, dans le jeu de données de départ, pardon, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, si je décide que j'ai des images au départ, ce que je vais faire pour échantillonner autour, je vais prendre des petits bouts de l'image, des morceaux, c'est pour ça que je me retrouve avec un husky dans la neige. Je prends des morceaux de l'image que je vais enlever, que je vais intervertir. Éventuellement, je vais prendre d'autres bouts, d'autres images à la place. Je vais perturber un tout petit peu mon exemple de départ, de manière à ce que j'ai quelque chose. Par exemple, si vous avez une phrase je commence à avoir ça, et ben, vous allez éventuellement enlever commence et le rajouter à quelque chose que vous avez dans vos phrases de la base, ou fin, enfin des petits bouts de mots. Donc ça, c'est des tronçons en fait de votre langage de départ. Donc si c'est des images, ce sera des tronçons d'images, si c'est des séries temporelles, ce sera des tronçons de séries temporelles, enfin voilà. Et vous allez perturber un petit peu. Donc vous allez vous retrouver avec un autre jeu de données là, que vous allez passer à votre réseau. Vous allez passer à le réseau, et le réseau, comme vous allez le passer, il va pouvoir les étiqueter. Parce que lui, il sait faire ça. Donc, il sait que tout ce que vous avez mis là, ça va être étiqueté rouge ou croix. Ça va être étiqueté rond bleu. Je commence à être fatiguée. Et je vais mettre plus de poids aux exemples qui sont plus proches de mon exemple de départ. Donc, je vais les pondérer par rapport à la distance qu'ils ont à l'exemple de départ. Et ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre un nouveau modèle autour, là, donc un modèle linéaire, par exemple une droite, pour lequel je vais avoir disons y égale à x plus b, pour lequel mes x, ça va être mes caractéristiques, mon langage de caractéristiques sur lequel je dois travailler, mes mots, mes petits bouts d'images, des choses comme ça. Et mes coefficients, ça va être à quel point cette caractéristique-là est importante ou pas pour prendre la décision. Et donc, ces caractéristiques-là, ce modèle-là est considéré plus interprétable parce qu'il travaille dans le langage de caractéristiques qu'on s'est donné et c'est juste des pondérations, donc c'est juste un modèle linéaire. On peut débattre de est-ce qu'un modèle linéaire est réellement interprétable. On peut. J'ai pas de... On va dire que oui, hein, parce que sinon après tout s'écroule. Et donc on va utiliser ce modèle-là pour expliquer la décision. Voilà. Alors donc ça c'est, on va dire, le premier gros papier sur l'explicabilité. Gros pourquoi? Parce qu'il a été publié à KDD et donc bien publié, où les gens se sont dit ah c'est intéressant voilà, ce qui se passe. Il y en a depuis longtemps des papiers d'explicabilité, il y a des tas de modèles où on essaie de rapprendre un modèle à partir des sorties du premier, mais un modèle interprétable. En fait, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus depuis très très longtemps sur ces aspects explicabilité, interprétabilité. Et je pense que bon, c'est toujours très dur de publier dans ce domaine-là, mais maintenant il y a des très beaux papiers dans ce domaine-là quand même.
Voilà, donc Lime. Lime a des tas d'inconvénients. C'est pour ça qu'il y a encore des tas de gens qui travaillent sur Lime. Le premier inconvénient très pratique de Lime, c'est que avec la manière dont est fait Lime, si on prend l'exemple d'à côté ici, qui pourtant est la même chose, on a changé un mot dans la phrase qui était très très longue, c'est toujours le même sens et tout ça, potentiellement ce qu'on va apprendre est complètement différent, donc l'explication est complètement différente. Donc en gros, si vous mettez un husky sur une neige propre, vous allez avoir fait l'explication. Si vous mettez un husky sur une neige un tout petit peu délavée, vous allez avoir une explication qui dévie complètement. Et en fait, ce problème de stabilité de l'explication, c'est un souci chez Lime. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres papiers après, et puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent. Oui, il y a d'autres soucis, mais bon, ça c'en est un. Alors, l'autre très très connu, c'est un papier de Neurips 2017 qui s'appelle Shapley Additive Explanations. L'idée, c'est, encore une fois, c'est de la pondération de caractéristiques. L'idée, c'est de voir cette pondération comme un jeu coopératif dans lequel on veut savoir qui a le plus participé au jeu. Donc, quel est l'attribut, quelle est la caractéristique qui a permis de prédire le plus. Mais sur un modèle de théorie des jeux. Pardon ? De gagner. Oui, pardon. De gagner, donc de prédire le bon truc. De gagner. Voilà, donc l'idée c'est de pondérer, d'avoir un modèle linéaire aussi, avec une pondération comme pour Lime, mais la manière de faire est complètement différente. Je vous invite à regarder un petit peu comment ça fonctionne dans les détails, parce que je n'ai pas mis suffisamment de détails pour vous aider vraiment. Donc sur la partie basée règles, voilà des exemples. Vous voyez que Trepan ici, 96, donc je vous ai dit, il y en a quand même des plus vieux. Ça, c'est j'ai appris un modèle sur un autre modèle pour expliquer le modèle boîte noire avec un modèle compréhensible à base de règles. Symbolique, par exemple. Donc le plus connu peut-être, c'est Encore, qui est le successeur de Lime, c'est aussi Ribeiro, c'est le même auteur que pardon. C'est pas Tullio, c'est Ribeiro le nom. J'ai laissé le prénom et j'ai enlevé le nom. Mais c'est le même que lui. Donc l'idée de Encore par rapport à Lime, c'est juste qu'au lieu d'apprendre des surfaces linéaires, on va apprendre des hyperrectangles, comme on fait avec les arbres de décision, comme on fait avec les règles en général, mais qui vont nous permettre de gagner en stabilité en fait, sur ce qu'on prédit. On va prédire dans la boîte la même chose pour tous les éléments de la boîte. Et les techniques qu'il utilise pour faire ça sont un peu différentes. Et c'est même philosophie avec des modèles qui sont plus adaptés et la manière de trouver est plus intéressante aussi. Donc les prototypes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'expliquer un exemple en utilisant une partie, soit un exemple synthétique, soit un exemple naturel de notre jeu de données, ou un bout d'un exemple naturel de notre jeu de données, un peu sous le principe de l'analogie, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. En se disant que ça, c'est quelque chose de plus interprétable. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Le plus connu, c'est... pardon, ça, c'est sur les compteurs factuels, c'est autre chose. Le plus connu, je ne l'ai pas mis, s'il arrive après, parce que je l'ai mis dans le by design, c'est le This Looks Like That. C'est un papier de l'équipe de Cynthia Rodin qui vous a fait son exposé déjà. Qui va le faire demain. Ah, d'accord. Donc voilà, donc Cynthia, elle fait des tas de trucs super bien. Elle a un joli papier à NIPS 2019 et un autre à 3AI 2020 sur le même sujet. Et voilà, elle sait très bien faire ça. Mais ça, c'est vraiment super sympa. Donc en fait,
c'est comment on fait pour apprendre des prototypes en même temps qu'on classe. Et le fait d'apprendre, d'avoir une explication by design, c'est-à-dire de l'apprendre en même temps qu'on apprend le modèle, ça fait qu'on résout des problèmes que peuvent avoir Lime, enfin toutes les techniques post-hoc. On résout des problèmes de fidélité, de ce qu'on explique par rapport à la réalité du modèle. Je vais revenir là-dessus un petit peu après. Donc, les counterfactuals, les deux papiers, on va dire, enfin, deux papiers phares, c'est Contrastive Explanation Methods et CFX ça pour Counterfactual Explanations. La deuxième, c'est un papier d'Ishkai 2020, donc très récent. Celui-là, c'est un papier de Nerup 2018. Bon, ça fait pour différents types de boîtes noires, ça fait comment on fait pour produire ces exemples contrefactuels. Donc, comment on fait pour réussir à passer de l'autre côté de la surface de décision. Donc, après, vous avez tout ce qui va être basé. Donc, ça, je vous disais, c'est discutable sur le fait que ça ne puisse pas être mis dans la partie feature explanation. Tout ce qui va être à base de cartes de chaleur. Et en particulier sur les réseaux de neurones, c'est directement basé gradient. Donc, ça, c'est très, très facile. En fait, l'idée, c'est vous avez un exemple, vous le faites passer en feature work dans votre réseau, vous avez une décision, vous modifiez cette décision pour qu'elle soit certaine, c'est-à-dire que même si votre réseau n'est pas certain, vous dites si les chiens à 0,6 ou vous dites bah non, ça c'est 1, tous les autres sont mis à 0, toutes les autres classes sont mises à 0, les sorties sur les autres classes sont mises à 0, et après vous regardez en faisant ça, qu'est-ce qui donc, de feature map en feature map, vous rétropropagez votre gradient jusqu'à votre image de départ pour voir en fait qu'est-ce qui a contribué le plus dans votre image à fournir cette décision en particulier. Et en fait, c'est vraiment de la descente de gradient comme on a fait jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est très adapté pour expliquer les réseaux de neurones parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Il y a deux très très jolis papiers, 2017, ICML et ICCV. Et on peut faire avec ça aussi, comme on peut partir de l'exemple, on prédit quelque chose. Si on voulait prédire autre chose, il suffit de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire au lieu de mettre à 1, vous vouliez prédire chien, mais vous voulez savoir ce qui se passait si vous vouliez prédire chat, c'est chat que vous mettez à 1 et là vous regardez comment ça se passe. Donc là, bah, typiquement, on a une explication on a l'image, et puis bah, voilà, où est-ce que le réseau regarde si on doit prédire chat, enfin. Alors, comment ça marche déjà? Lorsqu'il a prédit un chat. Oui, c'est ça. Il a prédit un chat et non, alors non. Parce que c'est pas contre-factuel. Ouais, mais donc là, en fait, on lui demande qu'est-ce qui serait passé s'il avait prédit un chat. Donc, probablement qu'il a dû prédire autre chose. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Bon, je me perds là. Il faudrait que je regarde comment ça se passe. Mais en gros, l'idée, c'est de voir où est-ce que le réseau se concentre et est-ce qu'il se concentre sur les bonnes choses, c'est-à-dire que comment on fait pour qu'il prédise autre chose, sur quoi il doit se focaliser, quelles sont les features intéressantes pour pouvoir prédire telle ou telle chose. Voilà. Alors, en by design, on a fait des trucs aussi sur les séries temporelles. Je peux vous en parler, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps, donc je ne vais pas le faire. Je voulais juste vous dire que ce qu'on regarde, c'est les critères dont je vous ai un peu parlé plusieurs fois. Donc, la stabilité, je vous en ai parlé pour Lime, que c'était un problème. La fidélité, donc à quel point l'explication, qu'on peut voir comme une fonction aussi, se rapproche de
de ce qu'avait fourni votre black box, qui est B ici. Le facefulness, la monotonicité, tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut essayer de comparer pour savoir si une explication est meilleure qu'une autre, sachant qu'on est quand même dans le domaine du subjectif, ce n'est pas forcément simple de pouvoir évaluer ça. On a un projet là-dessus. Pourquoi je fais de la pub? Parce que sur la page du projet qui s'appelle AI pour Hybrid Approaches for Interpretable AI, j'ai mis plein de logiciels qui font de l'interprétabilité. Parce que dans le cadre du projet, on s'est demandé, c'est un projet INRIA, on s'est demandé si on n'allait pas fournir un logiciel pour que les gens puissent utiliser un peu dans toutes les catégories quelques méthodes pour pouvoir expliquer leur... Et en fait, on voulait faire un Scikit Explain. Et les gens de Scikit-Learn, ils nous ont dit il y en a déjà 2 300 000, on ne va pas faire ça. Donc, ce qu'on a fait plutôt sur la page du projet, on a listé les logiciels principaux, ce qu'ils font et tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mets mes slides à disposition. Hein. Voilà, donc actuellement, c'est surtout ces choses-là qui sont populaires, on va dire, mais comme je vous disais, c'est en train de shifter vers le bike design. Ça va très, 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 très vite, ce champ de recherche-là. Donc, si vous travaillez là-dessus, lisez en permanence, regardez ce qui sort en permanence, parce que vraiment, ça va vite. Et voilà, et donc là, Cynthia, que vous allez voir demain, elle a dit arrêtez de vouloir expliquer les black box, pour essayer mieux aussi, mais bon. Mais plutôt utiliser des white box dès le départ. Donc, elle c'est une partisane des armes de décision et des méthodes symboliques en général. Elle dit c'est pas grave, on perd un peu en précision, en accuracy, mais au moins, on n'a pas besoin d'aller rajouter 12 couches derrière. Voilà. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup.